L'être humain a l'habitude de communiquer d'une certaine manière, surtout si on a un rapport hiérarchique, comme en entreprise ou dans la relation parent-enfant. On va avoir le parent qui, lui, va être plutôt dans une position haute, le supérieur hiérarchique dans une position haute et automatiquement mettre l'autre dans une position basse. Gordon et Porter ont répertorié 6 typologies, 6 manières, en fait, de communiquer. La première... AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, alors c'est sur Beurre FM le matin entre 9h et 10h. Et là, je vous dis bon matin. Je dis bon matin quand Karima Chadibaou est là. Bon matin, Karima. Bon matin, Philippe. Bon matin à nos auditeurs et auditrices. Bon, on peut se souhaiter bon matin. Personne ne va venir nous dire que c'est malvenu. Non. Bon, non, rassurez-moi. Non. Karima Chadibaou, vous êtes psychothérapeute et créatrice de l'école de naturopathie, l'ENAT à Saint-Ouen. On commence par une spéciale dédicace. Oui. Alors, une spéciale dédicace à l'auto-école que j'ai rencontrée... Alors, à l'auto-école que j'ai rencontrée, s'il n'y a pas de nom... Non, alors attendez, c'est Dany, voilà, Dany de l'auto-école, voilà, que j'ai rencontrée ce matin en arrivant et à qui j'ai dit, en fait, que j'allais... l'emboutir. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il s'est mis derrière ma voiture. Oui. Moi, j'étais stationnée, il s'est mis juste derrière. En fait, il gênait la sortie de ma voiture. Mais comme je ne sortais pas, donc il me dit, madame, est-ce qu'on vous gêne ? Je lui dis, non, pas du tout, je vais juste à côté. Donc, il me dit, vous allez à Beurre FM ? Je lui dis, oui, je vais à Beurre FM. Il me dit, vous savez, on vous écoute. Et donc, il commence à expliquer à son élève, à lui expliquer qui est la radio Beurre FM et ce qu'on fait à Beurre FM. Voilà. Et Dany, c'est donc le moniteur. Dany, c'est le moniteur. Donc, du coup, on a échangé nos téléphones et je lui dis, voilà. Nos 06 respectifs. Non, voilà. Ou 07. 06. Et voilà, donc, c'est les instants comme ça, Philippe, puisqu'on va parler aujourd'hui de bienveillance, de non-violence, des instants en fait d'éternité pour moi. Je les appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est des moments... alors moi je suis croyante, c'est des moments que Dieu vous met dans votre vie comme ça pour vous encourager à continuer ce que vous faites. Quand quelqu'un vous rencontre le matin et vous dit « Oh là là, ce que vous faites pendant le mois de Ramadan, comment vous expliquez la rupture du jeûne, comment vous expliquez tous les principes pour que votre jeûne soit agréé, et puis qu'il y ait un échange et un partage, ça nous ouvre l'esprit, ça nous aide. » Et ben pour moi, c'est un encouragement à continuer à semer des petites graines sur notre chemin de vie, voilà, et puis de pouvoir ensuite les récolter. Puis c'est des effluves comme ça du parfum du paradis, j'appelle ça comme ça. On peut plus vous sortir, de toute façon, Karima, maintenant les gens vous reconnaissent. Oui. Non mais c'est vrai, mais les gens vous reconnaissent. Oui, c'est vrai. Voilà. Même quand je vais faire mes courses. C'est en jogging et... En jogging et dans mon panier où il y a des brioches, parce que je fais pas de brioches à la maison, ah bon ? Je les achète. Moi j'ai cru qu'en fait vous aviez un four à brioches. Non, j'ai pas de Thermomix, j'ai pas de monsieur cuisine, c'est moi qui fais, pas les brioches, mais je fais de temps en temps des petits gâteaux ou, là en ce moment, la galette, une frangipane. Ah, vous faites la galette des rois ? Ouais, moi j'aime bien. D'accord, moi aussi. Vous savez, moi je suis œcuménique, je suis ouverte à tout. Voilà. La nourriture, c'est œcuménique. Exactement. Quoi qu'il arrive. La galette des rois, il faut en profiter parce que c'est un mois. Exactement. Et puis voilà. Voilà, et puis ça permet d'être encore convivial, surtout en ces temps, ces périodes de troubles et d'incertitude. Et c'est des moments qui nous permettent d'apaiser un peu nos inquiétudes, de se retrouver. Voilà. On va apprendre à se parler autrement ce matin et à bien communiquer les uns avec les autres, car on s'en rend compte. On ne le savait pas, bien communiquer avec les uns avec les autres, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une compétence douce, une soft skill. Exactement. Alors avant, on faisait pas tout ce foin autour de la communication, mais là maintenant, on sait que c'est une compétence qui est reconnue, y compris en entreprise, où on vous dit que maintenant, il y a le QI, mais il y a que le QE, le coefficient émotionnel, et que la communication, ça rentre dans tous ces éléments-là. On a fait une émission en début de rentrée sur la communication non violente. On a eu énormément de réactions. Alors déjà, on a découvert que la CNV, c'était quelque chose qui n'était pas aussi répandu que ça et que les gens découvraient la CNV. Et puis aussi, les gens se sont posé la question, Karima, sur la façon qu'ils avaient de communiquer les uns avec les autres. Et tout le monde était d'accord pour dire que finalement... Le degré qu'on avait de communication était peut-être un tout petit peu violent. En tout cas, on n'était pas à au bon degré de décibels. Comment est-ce qu'on peut évaluer le degré de communication qu'on a les uns avec les autres ? Alors, déjà, ce qui est important... Est-ce qu'il y a des outils pour ça ? Oui, il y a des outils de voir, en fait, parce qu'il y a des psychologues qui ont fait de grands travaux là-dessus. Peut-être que nos auditeurs ont déjà entendu parler, Philippe, la méthode Gordon, par exemple, qu'on utilise aussi avec en tant que parents, avec nos enfants.
cet outil-là, la méthode Gordon, qui était lui élève de Porter, en fait, c'est tout un courant. Porter, c'est qui ? Porter, lui aussi, c'est un psychologue aussi. D'accord ? Ils ont travaillé ensemble et en fait, ils ont travaillé sur les attitudes relationnelles. C'est quoi ces attitudes relationnelles ? C'est notre manière de rentrer en relation avec l'autre. D'accord ? Et donc, la communication, c'est une relation. Il y a un message qui est transmis et il y a une réponse qui est donnée. D'accord ? Donc, on peut évaluer notre degré de communication ou de mécommunication, où on ne communique pas, mais même quand on ne communique pas, on communique quand même. Par exemple, moi là maintenant, si je me lève, Philippe, et je vous tourne le dos, et je vous dis, je n'ai pas envie de communiquer avec vous, et que je me lève et que je me tourne le dos, c'est une communication non verbale, et c'est une communication, c'est pas une, je communique quand même. Enfin, vous communiquez surtout avec vos yeux, Karima. Moi, je communique beaucoup avec mes yeux, mes mains, moi j'ai tout mon corps. Je voudrais pas dire, mais si vous me faites vos gros yeux, oui. Je sais que ça va barder. Voilà, donc ça, c'est de la communication non verbale et paraverbale, ce qui va soutenir les mots, le rythme, la tessiture de la voix, le tempo, tout ça, ce sont des indicateurs pour évaluer notre degré aussi de communication. Maintenant, l'être humain a l'habitude de communiquer d'une certaine manière, surtout si on a un rapport hiérarchique, comme en entreprise, par exemple, ou dans la relation parent-enfant. On va avoir le parent qui, lui, va être plutôt dans une position haute, le supérieur hiérarchique dans une position haute et automatiquement mettre l'autre dans une position basse. D'accord ? Et donc, du coup, la communication à ce moment-là va beaucoup s'articuler autour de quoi ? D'un ton qui utilise l'impératif, donc des ordres, des menaces, des jugements, des critiques, des blâmes, surtout si on a vraiment ce rapport. Voilà, donc là, ça, c'est des manières qu'on peut utiliser. Notamment, Gordon et Porter ont répertorié 6 typologies, 6 manières, en fait, de communiquer. La première, c'est en communiquant, en donnant des ordres. Je vous donne un exemple tout bête, comme ça, nos auditeurs et auditrices vont comprendre. Vous imaginez, vous êtes au boulot. Donc, je vais prendre un exemple de l'entreprise. Vous êtes au travail, il y a votre supérieur qui vient, donc vous êtes secrétaire, un monsieur ou une dame, peu importe, et vous n'avez pas rendu votre bilan ou là, on est en début d'année, vous avez besoin de faire une synthèse sur un truc, et il vous le demande. Donc, il vous rencontre dans le couloir et il se met à crier sur vous. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas bien, parce qu'il a crié sur vous, vous vous sentez pas bien, il a été violent, il a été mauvais, il a été désagréable, il vous a peut-être rabaissé, humilié, vexé. Il m'a pourri. Il m'a pourri, voilà, c'est exactement. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc, imaginez, cette personne va appeler un ou une amie et va lui raconter l'histoire. L'attitude qu'on va avoir de cet ami, c'est quoi ? Il y a différentes sortes. Alors, Gordon en a répertorié 12, mais dans ces 12-là, en fait, il y en a 6 grandes. Et on peut les découper en 12. Mais je vais vous les donner, là, les 6. Vous imaginez que l'ami vous répond, vous lui racontez l'histoire, et il vous répond, il vous dit « Ah, mais toi aussi ! Mais pourquoi t'as pas rendu ton truc dans les temps ? Mais toi aussi, mais comment t'as fait pour... je comprends pas. » C'est normal qu'il te parle comme ça. Regarde, t'as eu 15 jours de vacances, t'aurais pu, à ce moment-là, mieux t'organiser, mieux de ci, mieux cela. Donc, la présupposition qui est derrière cette communication, c'est la personne qui a subi le comportement désagréable et même violent de son patron, appelle un ami, une amie, pour avoir du réconfort, de l'écoute. Qu'est-ce qu'elle trouve en face ? Des critiques, du blâme. Ça veut dire qu'on va avoir des présuppositions sur « tu as mal pensé, tu as mal organisé ». Donc on va avoir des présupposés sur les processus internes de cette personne. Dans sa manière de réfléchir, tu as mal fait les choses, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Vous voyez ? Donc ça, c'est une attitude, première attitude. Toujours la même personne qui subit donc son patron, elle appelle une autre amie. Là, c'est une amie. Et qui va lui dire « Oh là là, ma pauvre, oh là là, si je vais être à ta place, oh là là, mais oh ma pauvre, mais ça doit être terrible, tu dois te sentir vraiment mal, il t'a traité comme un chiffon, oh là là, j'ai de la peine pour toi, oh c'est dur, tu sais quoi, je me sens pas très bien, je vais raccrocher. » Donc cette copine-là, c'est la copine pitié. Elle a pitié, c'est pas de l'empathie. Souvent les gens confondent l'empathie et la pitié, c'est pas la même chose. C'est la copine miskine. C'est la copine miskine. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette copine ? Au lieu d'écouter ce qui se passe, le besoin de son ami, parce qu'on va voir dans la communication non violente, on est à l'écoute du besoin. Et le besoin, il est universel. Il est commun à tous les êtres humains de cette planète.
Bon, donc la copine, on la zappe. On la zappe, celle-là. Ça, c'est la deuxième. Donc la première, vous vous rappelez ? Oui. La critique. La deuxième, la pitié. La troisième, donc elle persévère, cette personne, et elle appelle une troisième amie. Cette troisième amie lui dit, mais tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas montrer à ton patron, tu vas d'abord essuyer tes larmes, et ensuite, tu vas montrer à ton patron que tu es quelqu'un de bien, et tu vas te mettre tout de suite au travail, et tu vas l'envoyer avant même que... Donc celle-là, elle va donner quoi ? Elle est en train de donner des ordres. Ah oui, moi j'ai cru qu'elle boostait. Non, souvent on confond. Elle donne des ordres, c'est-à-dire elle a un température. Tu sais ce que tu vas faire. D'accord. Donc, c'est le conseil et l'ordre. Ouais, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on en fait de la... celle-là non plus, on la prend pas. On la prend pas, celle-là, Philippe. Là, en début d'année, on est en train de simplifier son carnet d'adresses. Voilà, exactement. Et vous allez voir, on a vide son répertoire. On a un doctorat, un S doctorat, vous savez, dans certaines spécialités. Vous allez voir que c'est les gens qui nous écoutent, et même nous-mêmes, en écoutant ça, moi, le jour où je l'ai découvert, j'ai dit, oh mon Dieu, mais je suis terrible. On a une expertise dans une de ces attitudes-là. Tous. D'accord, alors, donc, tous. la troisième. Alors, il y en a qui cumulaient toutes. La quatrième copine, on l'appelle. Et pareil, donc le copain, on va dire le copain. Et là, ça va être... Ah, mais comment tu te sentais quand comment tu as pu oublier ? C'est peut-être parce que tu traverses beaucoup de choses de difficiles. Comment ça va dans la famille, avec ton père, avec ta mère ? Et peut-être que ton patron représente une figure paternelle, une autorité, nanani, nanana. D'accord ? Donc là, c'est le psychanalyste de comptoir. D'accord ? On n'a rien demandé. Il vient, il vous fait une psychanalyse, il vous raconte toutes vos histoires et il vous sort tous vos dossiers. D'accord ? Donc celui-là, on n'en a pas besoin non plus. Non plus. Oh ok ? Donc ça fait 4. Le cinquième. Vous avez un forfait illimité, hein ? Non, oui. C'est franchement là. Le cinquième, ça va être le jugement, celui qui vous juge. Donc le premier, on a dit, il blâme, il accuse, d'accord ? Le deuxième, elle plaint, la pitié. Le troisième, c'était quoi ? Non, c'était quoi déjà ? Non, c'est le quatrième. Les ordres, celui qui vous donne des ordres. Le quatrième, le psychanalyste de comptoir. Le cinquième, c'est celui qui va vous donner, qui va vous juger. D'accord ? Mais tu sais, ton travail, c'est pas... franchement, moi, je comprends pas comment tu peux laisser quelqu'un te parler comme ça. Moi, je comprends pas. Moi, si j'avais été à ta place... Donc, c'est un mélange de conseils et de jugement. Mais conseil, on l'a déjà dit, le premier, il va avec les ordres. D'accord ? Parce qu'il vous dit ce que vous devez faire. Donc, ces manières-là sont à éradiquer. Je crois qu'il y en avait 6 dans votre... La sixième, c'est celle dont on va parler ce matin, Philippe. C'est celle de l'empathie. Bien. Celle de l'écoute bienveillante, sans juger, sans agresser, sans blâmer, sans critiquer, sans culpabiliser. Voilà, on va ce matin nous intéresser à la communication, mieux communiquer grâce aux outils de la communication non violente. Une mauvaise communication, ça peut vous pourrir la vie. Oui. Mais vraiment, il n'y a pas qu'au boulot, dans la vie. De tous les jours, et même avec soi-même, Philippe. Même avec soi-même. Si je me maltraite et que je me parle, je dis, oh ma pauvre fille, regarde comment t'es nulle, mais tu comprends rien, mais tu crois que les gens ils vont t'aimer, mais tu crois que t'es à ta place ici, mais arrête, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Cette petite voix, cette radio-moi, je l'appelle comme ça, qui nous parle tout le temps et qui nous dit, on n'a pas besoin des autres, vraiment. Donc dans cette communication, c'est avec les autres et avec moi-même. Bon, beaucoup de gens nous ont demandé ce que c'était que la CNV, la communication non violente. Est-ce que c'est un truc de développement personnel ? Est-ce que c'est une méthode ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il y a un principe, Philippe, d'accord ? Quand on parle de développement personnel, il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas arrivé comme ça un beau jour, quelqu'un qui s'est réveillé et qui a dit, tiens, je vais travailler sur moi et avec moi-même et me développer dans la croissance personnelle. Le développement personnel vient des pratiques et d'une discipline religieuse. D'accord ? Dans le développement personnel, on a enlevé Dieu. D'accord ? On a enlevé Dieu, on a enlevé le lien avec la transcendance. D'accord ? Et on a voulu travailler, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, sur, d'accord, je me sens bien, on parle plus de spiritualité. Mais la plupart des principes, vous prenez tous les livres de développement personnel, reprennent des principes religieux. D'accord ? Comme par exemple ici dans la non-violence, la paix. Quand on parle de communication non-violente, les racines de la communication non-violente viennent de quoi ? Viennent de la plupart de la modélisation qu'a fait Marshall Rosenberg. C'est lui qui a donné ce nom, d'accord ? Qui vient d'où ? Qui vient en fait des anciens principes,
des principes ancestraux de non-violence, de bienveillance, de compassion, de paix, de sérénité, d'harmonie, qui sont communs à toutes les religions, aux 3 grandes religions monothéistes, d'accord ? Et bien sûr, à l'hindouisme et au bouddhisme. Et notamment, Marshall Rosenberg en parle, il a pris ça en fait en observant, en écoutant, en lisant les anciens manuscrits en sanskrit. Ça vient, la communication non-violente vient de al-himza, himza ou himza. D'accord ? Quand on vient lire, par exemple, la Bible ou l'Évangile, on a ce principe de non-violence qu'incarnait le prophète Isa, le prophète Jésus, et qui a été repris en fait dans les Évangiles, par les 4 Évangiles, par les apôtres. Quand on prend le Coran, d'accord, le livre sacré des musulmans, il y a aussi le principe de non-violence. D'accord ? Et qui est aussi incarné par la plupart des sages, la plupart des prophètes aussi, qui ont traversé toute l'histoire de l'humanité. Mais alors, comment est-ce que Marshall Rosenberg, il a eu besoin d'inventer la communication non violente ? En fait, il a eu, à mon avis, après c'est mon interprétation personnelle, Philippe, moi, pour pouvoir rendre ça, je vais dire ça entre guillemets, digeste, c'est-à-dire le simplifier, dans le sens où, donc, quand on fait une modélisation, on va observer ce qui marche, ce qui fonctionne. On prend des modèles, d'accord, et on va les sortir en fait de leur contexte pour pouvoir les généraliser, voir si ça fonctionne ailleurs. Le principe de non-violence, d'accord, c'est vraiment, pourquoi non-violence ? Parce que c'est catégorique, c'est-à-dire refuser la violence que je peux m'infliger à moi-même et que je peux infliger à l'autre. Parce que l'être humain, il porte en lui cette violence. Et si dans l'éducation qu'on lui a donnée, qui a été transmise par les parents, par l'église, par la mosquée, par la synagogue, par tout ce que vous voulez, tout ce qui représente, par le temple, tout ce qui représente en fait cette voie de sagesse, si on n'a pas aidé à éradiquer cette violence qu'il peut porter en lui-même, eh bien il va aller la reproduire. Mais alors c'est qui arrima Marshall Rosenberg ? Marshall Rosenberg, c'est un psychologue, sociologue d'ailleurs, qui est décédé maintenant, il est américain, et américain ou australien, je ne sais plus. On va regarder. Philippe, on va regarder, je ne sais plus. Oui. Qui lui travaillait avec en fait les communautés, avec les contextes, les lieux où les personnes subissaient donc le racisme, la violence, la drogue, voilà, des milieux en fait où la violence, c'est la monnaie courante, c'est la manière de parler, c'est la manière d'agir, d'interagir, c'est la manière de construire un lien avec l'autre. Et donc, lui, de cette expérience, il a voulu apporter justement une autre manière de faire, une différence. Si on aborde l'être humain, et la plupart des courants de psychologie, la psychologie positive, elle est née aussi de là, donc de regarder mon malheur d'une autre manière et d'y mettre de la bienveillance, d'y mettre de la compassion, d'y mettre de l'empathie, eh bien, il a vu des transformations humaines s'opérer. Alors, c'est un Américain, on est dans les années 60 et voilà. Il en a eu besoin, donc il a développé un outil, entre guillemets, dont il a eu besoin. Dont il a eu besoin, exactement. Voilà. La violence n'amène que la violence. Si je traite la personne qui vient vers moi avec violence, d'accord, je ne peux avoir que d'elle de la violence. Mais si, par exemple, je la traite différemment, que je vois la personne qu'elle est, que derrière cette violence qu'elle est en train d'exprimer avec son corps, avec ses yeux, avec sa voix, elle est en train d'exprimer un besoin fondamental qui n'est pas honoré, tout simplement. Et si je regarde au-delà de l'expression, qu'est-ce qu'est en train de me dire cette personne ? Où se situe sa souffrance ? Qu'est-ce qui se passe pour elle ? Bon, alors comment ça marche ? On a besoin de... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous disent vous êtes bien gentils avec vos concepts, oui, parce que, mais nous, on a besoin d'outils au quotidien. Oui, l'outil au quotidien, je l'ai donné tout en début d'émission, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la personne qui se fait malmener par son patron et qui va chercher du réconfort. Cette personne, elle a besoin de réconfort. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Première étape. Le principe, alors moi, je prends cette phrase à Thomas d'Ansembourg, j'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir ici, Philippe, qui lui... Mettez-moi au défi. Voilà, je vous mets au défi. Moi, j'aime bien. Vous savez que vous aimez bien. Voilà, exactement. Ouais. Et il en parle, il dit, le lien d'abord, le résultat ensuite. J'adore cette phrase. Le lien d'abord. Je garde le lien avec cette personne. Le lien, je vois la personne, je vois son essence, je vois qui elle est et je vois le besoin derrière elle. Donc ça veut dire quoi ? Première étape. Donc mon intention, c'est d'être relié à cette personne.
et relié d'une manière qui soit paisible. D'accord ? Ça, c'est la première. Donc, ça veut dire que je vais observer le besoin de cette personne. C'est la première étape. Observation des faits. C'est comme si vous êtes une caméra, Philippe. La caméra, quand elle filme, elle n'est pas en train de dire « Philippe est en train de se dire ça ». Philippe est en train Non. Elle est en train de décrire ce qui se passe. Ça, c'est les automatismes. Oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'on a besoin de découper la séquence, Philippe. Dans nos processus internes, notre manière de penser, il y a une observation que je vais capter avec mes 5 sens. Ça, c'est une description. Qui ensuite, je vais l'interpréter. Je vais la juger. Et ensuite, je vais apporter un raisonnement derrière. OK ? Donc là, dans la CNV, intention, première étape. Le lien d'abord, le résultat ensuite. Deuxième étape, l'OSBD, ce qu'on appelle l'OSBD, l'observation d'abord. J'observe. Vous voyez votre enfant qui est en train de gesticuler dans tous les sens. Vous voyez votre enfant quand il arrive de l'école, il prend son cartable, il le jette dans le couloir. Où il est là et il a... moi, ce que mon fils, il appelle ça le 11. Quand il me voit, ça, il arrive du lion. Ouais, et quand il voit quand maman, vous froncez les sourcils. Quand je fronce les sourcils, on la voit là. Et quand moi, personnellement, mon fils, quand il le voit, il dit ok, maman, elle a eu une mauvaise journée. Donc, on observe comme une caméra et on décrit les faits. Je décris, pas j'interprète, pas je juge, pas je critique, pas je blâme, pas je menace. J'observe. Ça, c'est la première étape. Donc, une description factuelle de ce qu'il y a. Deuxième étape, je vais exprimer mon émotion. Donc, on va donner le sigle OS, donc l'émotion, le sentiment. Vous savez faire la différence entre l'émotion et sentiment, Philippe ? Non. Non. Une émotion, ça vient du latin movere, mouvement. Ça veut dire qu'il y a un mouvement à l'intérieur de mon corps. Mes organes bougent quand je suis aux prises avec une émotion. Donc, il y a un mouvement. Il y a une énergie qui circule dans le corps, qui a besoin d'être entendue, d'être vue et d'être nommée. D'accord ? Donc, ça, c'est l'émotion. Et qui va ensuite donner un ressenti. Le sentiment, c'est l'interprétation intellectuelle de cette émotion. C'est-à-dire le jugement que je vais porter, l'étiquette que je vais poser sur cette émotion. Donc le sentiment n'est pas vrai. Le sentiment n'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Il est pas forcément vrai. Ça reste une interprétation. C'est très subjectif. Ça m'appartient à moi. C'est très personnel. En fait. C'est très personnel. Tandis qu'une émotion, non. Une émotion, elle est universelle. Elle est là. On n'a pas à la juger. On a juste à l'accueillir, l'accepter et ensuite lui frayer un chemin pour l'exprimer, tout simplement. Donc le sentiment, je vais exprimer mon sentiment. Quand je te vois comme ça, une fois qu'on a décrit, que je vois ceci, que je vois cela, je me sens. Alors, c'est pas je me sens, attention, hein, parce que beaucoup de gens, je me rappelle une maman dans un atelier, elle me dit, Madame Karima, j'ai eu avec mon mari une dispute et il était pas content. Quand il est rentré, il a dit oui, voilà, moi je suis pas bien, t'as pas préparé, il devait faire un truc au niveau des papiers et oui, c'était sur les impôts. Et elle l'avait pas envoyé et donc était énervée. Et elle le regarde et dit écoute mon chéri, quand je te vois sortir des éclairs de tes yeux, je me sens, alors écoutez bien, je me sens, tu me respectes pas, je me sens, tu me respectes pas. Je me sens comme si j'étais ta bonne, je me sens, je dis oui, mais là tu es en train de le stigmatiser, tu es en train de renvoyer, tu n'es pas en train d'exprimer ce que tu ressens, tu es en train d'exprimer ce que lui t'interprète. Elle me dit non mais c'est vrai, il m'a pas respecté. Je dis bien dans ce cas-là, je me sens pas respectée, je me sens bafouée, je me sens humiliée, je me sens divisée à l'intérieur de moi. Là tu es en train d'exprimer une émotion et un sentiment personnel, d'accord ? L'autre n'est pas responsable, c'est pas parce qu'il te regarde comme ça que toi, tu dois te sentir comme ça. C'est toi qui fais le choix de te sentir comme ça. Ouais, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec celle-là. Ça, c'est pas grave. D'accord ? Mais on a le choix. Soit j'ai le choix, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, soit je vais lui en coller une, j'ai le choix. Soit je vais plutôt dire, non, je ne vais pas le faire, je suis plutôt contre la non-violence. Contre la violence, pardon. Pour la non-violence. J'ai le choix de lui en coller une. Ouh là, le non-verbal. Alors là, Karima, le non-verbal... au niveau du non-verbal, je laisse les auditeurs qui seront peut-être spectateurs regarder ce qui s'est passé. Philippe. Parce que le non-verbal, oui. Il parle toujours. Mais bien sûr, il ment pas, le non-verbal. Il ment pas. Il ne ment pas. Mais dans la communication non violente, il faut aussi pouvoir décoder ce non-verbal. Le non-verbal. Parce qu'il y a ce que vous dites. Oui. Et comment vous le dites. Voilà. Parce que vous pouvez dire quelque chose et votre corps, il dit complètement l'inverse. Oui, mais parce que là, j'ai envie d'en coller. De toute façon, on y passera le temps qu'il faudra
à vous expliquer la communication non violente et à savoir comment l'utiliser. Parce que après c'est comme une habitude. Alors il faut expliquer que Karima Chadibaou tout à l'heure, je vais t'en coller une, ça la ramenait peut-être à une histoire vécue ou personnelle. Oui, mais vous savez, moi je suis une ancienne, une repentie. Je n'ai pas honte de le dire. Votre sœur en a parlé à ce micro. Voilà, Leïla en a parlé à ce micro. La tordeuse de doigts. Voilà, j'étais assez, assez violente parce que je suis mon tempérament là où prend ma source en fait la colère. Moi, c'est une émotion et une émission aussi parce qu'elle. Oh là là, aujourd'hui, Philippe. Je vous adore aujourd'hui parce qu'il y a tout qui sort. Vous avez vu, hein? Ouais. Non, mais ça, parce que l'authenticité, Philippe. Bon. Voilà, je suis transparente. Voilà. Et moi, j'ai dû faire un gros travail personnel sur et avec moi-même, devenir ma meilleure amie. Et travaille sur moi pour canaliser ce flux d'énergie parce que je suis une colérique et positive et enthousiaste, optimiste. J'ai les deux. Et donc, du coup, les gens ont parfois un peu de mal avec mon énergie parce que des fois, je veux que ça aille vite. Et donc, j'ai appris à préserver le lien avec les autres. Donc, souvent, c'était la phrase que je disais, je vais t'en coller une. Voilà. Je veux que je t'en colle une. Voilà. Et puis l'énergie aujourd'hui que vous diffusez est une très bonne énergie. Ah, merci Philippe. On est tous là pour le dire que dès que Karima arrive, il y a une autre énergie qui arrive. Bon, cette CNV, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent mais c'est trop conceptuel ce truc, elle dit machin, il faut observer, regarder l'autre, mais comment ? Mais est-ce qu'on a le temps ? On a l'impression que ce que vous nous racontez, Karima, c'est de la communication au ralenti. Oui, parce que là, on est en train de décortiquer, Philippe, on est en train de séquencer, d'accord ? Parce que notre pensée... la pensée, l'émotion, qu'est-ce qui arrive avant en fait ? La pensée ou l'émotion ? On n'arrive pas encore ça va très vite. Et donc on a besoin de quoi ? De découper, alors, qu'est-ce qui arrive d'aller avant, au ralenti. La pensée ou l'émotion ? Moi, ça paraît quand même, ça paraît très logique que la pensée précède l'émotion. Non, c'est l'émotion qui précède la pensée. Parce que l'émotion, c'est une énergie. Et l'énergie précède la pensée. Elle réagit à quoi ? Elle réagit à quoi, l'émotion, alors ? L'émotion, il y a un déclencheur, il y a quelque chose. Elle réagit à quoi ? À l'observation. Je vois quelque chose. Je suis quelqu'un, par exemple, qui a peur des chiens. D'accord ? Je vois un chien. Je le vois. Le fait que mon œil le voit. L'information est déjà traitée. Dans mon cerveau, elle est traitée. Et donc, l'émotion, c'est tout de suite. Ensuite, il y a la pensée qui intervient, qui dit « Attends, c'est un chien, c'est un petit chihuahua, il va pas te manger. » Et on va commencer à rationaliser derrière. Donc, on a des habitudes de communication où ça va très vite. Où action-réaction. J'entends un truc, paf ! D'accord ? J'entends un truc, c'est pour moi ça. Je vais dans mes archives, mon répertoire interne, mon dictionnaire interne. Quand on me parle comme ça, ça veut dire qu'on me respecte pas. Boum, on me respecte pas, je donne un coup de poing. Ça va très vite. Donc, en fait, ce qui veut dire que tout ça, ce sont des automatismes. Voilà, exactement. On communique par automatisme. C'est des automatismes qui ont été installés à l'enfance, dans la manière dont on a été traité. Ce sont des programmes qui ont été installés. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu parles fort, je parle fort. Exactement. Et on va parler, on est dans un mimétisme. Et on est dans le reflet. Tu me parles, voilà. Exactement. Donc, le challenge ici, c'est quoi ? C'est de mettre un stop à ça et de dire ok, on s'arrête là. Stop, on respire un grand coup. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette relation ? D'accord ? Le lien d'abord, on l'a dit, le résultat ensuite. D'accord ? C'est pas ma volonté à moi, qu'est-ce que je veux obtenir de l'autre ? C'est qu'est-ce que je veux obtenir de notre relation ? Comment je peux garder le lien ? C'est ça la CNV. C'est garder ce lien, garder cette... je veux que mon lien soit apaisé avec l'autre, c'est pas en lui tapant dessus ou en lui criant dessus qu'il va s'améliorer ou qu'il va vouloir collaborer ou coopérer avec moi. D'accord ? Donc on a des programmes qui sont installés. Quand je veux, et dès l'enfance, un enfant quand il est en train de jouer dans la cour de récréation et parce qu'il veut que le gamin joue avec un autre enfant, un camarade joue avec lui, il va venir, il va le tirer par la capuche, tu joues avec moi. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude à ce que on obéisse et qu'on lui donne ce qu'il veut. Non, on va lui dire non. L'autre est une personne qui a ses propres opinions, qui a ses propres besoins, qui a ses propres envies, ses propres désirs. Tu ne peux pas venir et traiter la personne comme ça. Là, je parle de la cour de récréation. L'enfant qui ne veut pas partager ses jouets, qui ne veut pas partager la maîtresse. Quand il rentre, il est au CP. Non, mais la maîtresse, elle est là pour les 25 élèves.
Et il dit non, c'est la mienne. Donc pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est un être de possession. Il a besoin de posséder, il a besoin... Donc pourquoi est-ce qu'on va démarrer avec une observation ? Parce que l'observation, elle est visible et vérifiable par tout le monde. Tout le monde peut voir, tout le monde peut entendre. D'accord ? Ensuite, on va exprimer le sentiment. Comment moi, et ça c'est très subjectif, ça m'appartient, de mon histoire, comment je vis les choses. D'accord ? Je vais exprimer le besoin qui est derrière. Pour moi, et le besoin généralement... c'est un besoin d'existence, un besoin physiologique, un besoin d'intégrité, un besoin de respect, un besoin, comme je l'ai dit, d'existence. Il y a derrière une grande valeur pour la personne. Donc quand elle ne l'est pas honorée, c'est ça qui va créer une disharmonie dans la relation. Donc, je vais exprimer ce besoin et c'est pas « j'ai besoin que tu fasses la vaisselle ». D'accord ? Alors, moi, il y a beaucoup dans les couples. Oui, alors, ok, ce besoin de faire la vaisselle, c'est quoi ? Le besoin d'ordre, le besoin de propreté, le besoin... Et ça, c'est des besoins qui sont fondamentaux et qui sont propres à tous les êtres humains. D'accord ? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin de soutien dans cette histoire. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être vu. D'accord ? Donc là, c'est le besoin. Et ensuite, on va formuler une demande. Alors, il ne faut pas que ce soit un ordre déguisé, Philippe. Il ne faut pas que ce soit une menace déguisée, une demande. Si tu ne fais pas ça, dans les couples, je vais ça, c'est pas du demande. Ça, c'est pas une demande. C'est du chantage. Exactement. C'est se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais que l'autre fasse dans cette relation, dans cette situation qui puisse continuer, apaiser et apaiser cette relation. Et l'autre, ne pas le voir comme étant un ennemi. C'est pas un ennemi. Et souvent, dans, par exemple, les rivalités entre frères et sœurs, par exemple, d'accord ? Cet après-midi, j'anime un atelier là-dessus, sur les rivalités entre frères et sœurs, rivalité et jalousie. La plupart du temps, les parents, quand ils veulent résoudre, et donc je vais leur transmettre les outils de la CNV, quand ils veulent résoudre un problème, ils vont plus amplifier le problème que plutôt le résoudre. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se poser comme juges. Non, vous n'êtes pas là pour être juge, vous êtes médiateur. Médiateur, c'est quoi ? Vous êtes un moyen de communication, un pont, une passerelle entre vos deux enfants. Chacun est en train d'exprimer un besoin fondamental. Quel est-il ? Besoin d'exister, besoin d'avoir sa place, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance. Et ça, si nous, les parents, ou même les adultes, ou même au travail, votre collègue, on reprend l'exemple de la secrétaire ou du secrétaire du début, il n'a pas été vu, n'a pas été reconnu, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Il ne va pas avoir envie de donner le meilleur de lui-même. Et il va se retrancher sur ses comportements égotiques et narcissiques et où il va vouloir faire du mal, se venger, être dans la revanche, être dans le rejet, et finalement agir de la même manière. Donc, pourquoi au départ nous disions que ces principes-là prennent leur source dans des principes religieux de réforme de la personne dans ses comportements. Après, les gens vont dire que vous voyez du religieux partout. Hein. Non, mais Marshall Rosenberg, c'était pas un religieux. C'était pas un religieux, mais il avait une spiritualité. Il avait. Oui, parce que quand on dit religieux, on confond religion et spiritualité. On confond les deux. La spiritualité, c'est le lien. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est le lien avec ce qui est plus grand que. Oui, bien sûr. Mais le religieux. Alors moi, je parle de ce que je connais aussi. D'accord ? Moi, je suis quelqu'un de croyant. Je crois en Dieu. J'ai une pratique religieuse. J'ai une discipline spirituelle aussi. Voilà. Donc, je partage de ce que je suis. Vous nous parlez de liens, mais les gens avec qui on communique tous les jours, on n'est pas toujours en lien avec eux. Il y a beaucoup de gens dont on se moque. Enfin, pardon. Oui, donc avec qui on n'a pas besoin de... Oui, quand je dis on se moque pas mal, c'est des gens avec qui, voilà, on communique, mais où il n'y a pas de lien fort. Il n'y a pas de lien fort, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, oui, bien sûr. Il y a des, mais maintenant, c'est... par exemple, quand vous allez faire vos courses, avec la caissière, il n'y a pas un enjeu. Il n'y a pas de lien particulier. Si on prend un exemple, Karima, par exemple, le trafic automobile. Oui. Les gens en voiture. Moi, je suis effaré de voir comment ça peut monter aussi vite en aussi peu de temps, en fait. Là, on parle de communication non violente. Qu'est-ce qui se joue, finalement, dans les embouteillages ? Alors, dans les embouteillages, ou quelqu'un qui vient, qui vous coupe la route, ou quelqu'un... Déjà, on est aux prises avec notre inconscient. Quand je dis notre inconscient, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand on est au volant, on est en pilotage automatique. D'accord ? Donc, on a plusieurs choses à faire. On conduit. Vous dites pas, quand vous êtes dans la voiture... en fait. C'est de l'auto-hypnose, exact. Ouais. Mais une hypnose mauvaise. C'est une mauvaise transe.
C'est une transberque. Elle est pas écologique. Quand je dis écologique, c'est dans le sens où elle n'est pas en fait en lien avec tout ce qui se passe dans l'environnement. Je sais que je suis en voiture, c'est pas écologique pour moi, c'est-à-dire c'est pas bon pour moi, pour mon système, pour les gens autour de moi, mes enfants dans la voiture. Ce n'est pas quelque chose de bon pour moi de me mettre en colère. Et pourtant, je n'arrive pas, je ne peux pas, et souvent les gens l'expriment de cette manière, je ne peux pas m'empêcher. Les noms d'oiseaux, celui-là où tu as appris à conduire, mais c'est pas possible, attends un peu, tu crois quoi, que tu vas te faufiler comme ça? Pourquoi? Parce que c'est une question de territoire, Philippe. Quand on monte dans notre voiture, on est une espèce de toute puissance où on se sent, on est au volant, donc on se met en pilotage automatique. Quand on est en pilotage automatique, c'est là où tous nos mauvais travers vont commencer à sortir. On n'est plus en conscience. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut se mettre en conscience et dire ok, il faut que je reste attentif au volant, j'ai la sécurité de mes enfants et la mienne et la sécurité des autres usagers de la route tout autour de moi, ok? Et donc je vais comment je vais dire? Je vais faire attention à ma place quand je suis sur la route. Parce que quand quelqu'un vient vous couper la route, ou qu'il vous dit poussez-vous, abruti, va abruti, ou qu'il vous met ou qu'il vous allume les feux comme ça, vas-y pousse-toi. Alors moi je travaille encore là-dessus, Philippe. Je travaille encore là-dessus. Je leur dis, vous voulez jouer à quoi? Jouer à saute-mouton, tu veux sauter par-dessus là? Il y a une autre voiture devant. Mes enfants me regardent et disent, mais maman, il t'entend pas. Je dis, non, mais moi, je le dis pour moi, là. C'est pas pour lui, mais je le dis pour moi. Alors justement, comment on se déconnecte? Déjà, la respiration, Philippe, c'est le trait d'union entre le conscient et l'inconscient, entre le mort et le vivant, entre l'automatique et le conscientisé. D'accord? Donc, je respire. D'accord, je prends une profonde respiration, je peux faire une cohérence cardiaque, d'accord, jusqu'à 3, jusqu'à 5, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Je fais ça d'abord. Ensuite, je vais dire, ok, qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui se joue? Je suis sur la route, ok, attention, lui c'est un chauffard, il veut aller vite, ok, libère-lui la place, laisse-le. Il veut y aller toi, ce qui est important pour toi. C'est-à-dire se relier à ce qui a de l'importance pour nous. C'est ça, faire ça en conscience. Tu passeras pas. C'est toujours non, mais tu passeras pas. Aucun veut céder. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une lutte d'ego, Philippe. C'est une lutte d'ego seulement. Sur la route, c'est amplifié. C'est un amplificateur. Quand on est sur la route, c'est un amplificateur de tous nos mauvais travers. Moi, vous savez, c'est une formation que je donne quand je fais du leadership. Dans situation de stress, de tension, et comment tu dois te sortir, comment tu mobilises tes ressources pour sortir de cette difficulté. Il n'y a pas meilleur exercice que de le faire sur la route, dans une voiture, et qu'on n'a pas le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur. Le contrôle, tu l'as sur toi, uniquement, pas sur les autres. Quand tu es aux prises, avec ton pilotage automatique, ton radio-moi qui te dit « Regarde, t'as vu lui, t'as Hagar, hein, t'as vu comment il a fait, il se prend pour qui? Ne laisse pas passer. » Eh bien ça y est, je me mets, il y a la cascade de schémas comportementaux qui se déchaînent. Non, j'arrête le mécanisme, j'arrête le système et je dis non, je reprends les commandes. Il y a un pilote dans l'avion, d'accord? Il y a un pilote dans cette voiture. Sécurité, fiabilité. Attention, on arrive jusqu'à bon port en sécurité. Et donc dans ce cas-là, c'est la valeur que vous défendez, ce besoin que vous défendez qui va prendre le pouvoir. Karima Chadibaou. Bon matin, Karima. On vous retrouve mercredi prochain. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et puis, vous pourrez voir les gros yeux de Karima sur la vidéo qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube. Merci, Karima. Merci à vous. Et très belle journée. Santé si vous êtes dans votre voiture. Lumineuse. Sur Beurre FM.